Bonjour à vous tous. Donc aujourd'hui, on va traiter un des modèles de motivation, qui est le modèle de Gardner et Lambert, 1959, concernant l'acquisition et le maintien de la langue. Comme plan de cette présentation, on va commencer d'abord par une petite introduction, puis on va traiter la théorie de Gardner et Lambert, où on va s'intéresser au contexte de cette théorie et aussi du modèle de Gardner et Lambert. Puis on va traiter la relation entre la motivation d'apprendre une langue et les autres motivations, puis le raffinement de la théorie, ainsi que les critiques majeures et les mythes. Introduction. Il existe trois étapes de l'histoire de la motivation dans l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères. La première période, de 1959 à 1990, c'est la période psychosociale, à laquelle appartient le modèle qu'on va traiter aujourd'hui. La deuxième, c'est la période cognitive située, vers les années 90. Et la dernière, c'est la période processus orienté. Généralement, l'apprentissage des langues était conçu d'être uniquement lié à l'intelligence et à l'aptitude verbale. Après, des chercheurs ont bien sûr travaillé dessus, tels que Robert Gardner et Wallace Lambert, pour démontrer que la réussite dans l'apprentissage des langues étrangères n'était pas seulement reliée à l'aptitude linguistique, mais également à la motivation. Un grand nombre de recherches visant à expliquer ceci vont être réalisées par la suite. C'est grâce bien sûr à Gardner et Lambert qu'une première définition de la motivation a été retenue dans le développement bilingue. Elle se résume au désir d'apprendre la langue d'une autre communauté linguistique et être accepté par cette communauté linguistique, ce qui incite l'individu à apprendre la langue seconde. C'était parmi les premiers travaux sur la motivation de l'acquisition d'une langue seconde. Donc, dans cette présentation, on va s'intéresser à comment cette théorie explique-t-elle l'apprentissage d'une langue seconde par la motivation. Dans quel contexte est venue la théorie de Gardner et Lambert? Robert Gardner, que vous voyez dans l'image de dessus, qui est un professeur anglais, et Wallace Lambert, que vous voyez dans l'image de dessous, qui est un psychologue canadien, ont regretté l'absence d'études scientifiques démontrant le rôle important joué par les facteurs affectifs, comme la motivation, l'intérêt de l'apprenant ou sa personnalité dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Ils ont donc travaillé à la création d'un modèle permettant de quantifier les variables motivationnelles et personnelles actives dans le processus d'apprentissage d'une langue étrangère. Le travail de Gardner et ses collègues est ancré dans un contexte social, bien sociétal canadien des années 60, c'est-à-dire un pays bilingue où les deux langues officielles sont l'anglais et le français. On note aussi que les années 60 sont également une période où les lois canadiennes sur l'immigration se libéralisent de plus en plus. Cette diversité culturelle et linguistique sur laquelle s'est construit le Canada est une donnée importante pour comprendre le rôle dominant du facteur social dans le travail de ces deux psychologues et de leurs équipes. Le modèle de Gardner et Lambert est basé sur trois principaux facteurs, qui sont l'envie de réaliser un but, les efforts fournis pour y arriver et la fierté face à l'objectif accompli. Ça veut dire le plaisir d'apprendre. Le modèle de Gardner et Lambert, ou appelé encore socio-éducationnel ou bien socio-psychologique, est bâti sur trois concepts. L'intégrativité, l'attitude de l'apprenant envers la situation d'apprentissage
qui est lié à l'affect, et la motivation. Les deux premiers sont, selon les chercheurs, des variables fortement corrélées, qui vont contribuer à motiver l'apprenant à apprendre une langue étrangère, alors que le troisième, la motivation, est un facteur décisif pour l'aboutissement du processus, c'est-à-dire la réussite de l'apprentissage. Ces trois variables forment ce que Gardner appelle la motivation intégrative. Le but ou l'orientation générale de l'apprentissage d'une langue. Si certaines personnes seraient, selon Gardner, plutôt d'orientation intégrative, il est nécessaire d'également prendre en compte l'orientation instrumentale des apprenants, chez qui les avantages concrets, souvent financiers, carrière, salaire, etc., motivent à apprendre une langue étrangère. Dans ce sens, Gardner identifie deux formes d'orientation. Une orientation instrumentale, orientée vers des objectifs à court terme, et une orientation intégrative, qui renvoie à un désir chez l'apprenant de connaître la culture de la communauté de langue cible ou de s'approcher d'elle. Gardner précise que l'apprenant qui a une orientation intégrative, c'est celui qui désire le plus apprendre la langue. Il a des attitudes positives envers le contexte d'apprentissage et fait plus d'efforts pour apprendre cette langue. Cette orientation intégrative comprend l'intégrité, qui est l'intérêt dans les langues étrangères et volonté d'interagir avec la communauté de langue seconde, les attitudes envers la situation d'apprentissage enseignant et cours, et la motivation, qui est l'effort et l'attitude envers l'apprentissage. La motivation d'apprendre une langue étrangère et autres motivations. Quelle relation? Gardner et Lambert distinguent la motivation d'apprendre une langue étrangère d'autres motivations, puisque celle-ci demande à l'apprenant non seulement d'acquérir des connaissances sur la langue étudiée, mais aussi de s'impliquer dans un processus d'identification vers la ou les cultures cibles. Selon ces chercheurs aussi, les apprenants de français langue étrangère au Canada auront plus de chances de réussir leurs apprentissages s'ils ont envie de se rapprocher ou de mieux découvrir la communauté francophone canadienne. On parle d'intégrativité. Ou bien s'ils savent que la maîtrise du français va leur donner des opportunités de trouver un travail, des amis, augmenter son salaire même, etc. Et on parle ici d'instrumentalité. Gardner et Lambert vont construire un questionnaire psychométrique Attitude Motivation Test Battery, AMTB, qui va permettre de mesurer les variables de ce modèle socio-éducationnel et qui va régner sur la recherche motivationnelle pendant pratiquement un demi-siècle. Raffinement de la théorie. Suite à cette première analyse sur l'identification des facteurs associés à la réussite en langue seconde, les recherches sur les concepts socio-psychologiques associés à l'apprentissage d'une langue seconde se poursuivent. Ainsi, une recherche de Lambert et Tucker en 1972 permet aux chercheurs d'approfondir l'hypothèse de départ voulant que la motivation et le milieu social contribuent à l'apprentissage d'une langue seconde. Cette recherche est associée au projet de Saint-Lambert, près de Montréal, auquel sont inscrits des enfants anglophones en immersion française de la maternelle à la 4e année d'études primaires. Les résultats obtenus ont permis aux chercheurs de mettre en évidence les facteurs socio-psychologiques et le rôle de la motivation dans la réussite en langue seconde. Le projet Saint-Lambert
souligne le fait que les enfants ont le désir d'apprendre la langue seconde et sont incités à la développer grâce aux attitudes positives du milieu familial et social. Les résultats positifs de cette étude et les conclusions découlant ont amené Lambert à établir les premiers jalons théoriques du développement bilingue et par conséquent proposer la première théorie socio-psychologique du développement bilingue dans la représentation schématique que vous voyez devant vous. Ce sont les attitudes et les orientations individuelles qui déterminent la motivation à apprendre la langue seconde et qui contribuent par la suite avec l'aptitude au développement de la compétence, proficiency. Par ailleurs, l'expérience du bilinguisme a des effets sur l'identité personnelle, self-identity, qui à son tour a des conséquences de deux types, soit additives, soit soustractives. On parle de conséquences additives si le résultat d'un apprentissage se fait ou bien elle est sans perte de sa compétence, bien sûr de l'apprenant, en langue maternelle, ni atteinte de sa culture originelle. Par contre, s'il y a la perte de la langue première et de son identité culturelle, on parle d'un bilinguisme soustractif. Et les recherches, bien sûr, se poursuivent. Le travail de Gardner a été continuellement étendu par d'autres chercheurs en ajoutant de nouveaux composants. La motivation intrinsèque-extrinsèque, la curiosité intellectuelle, l'attribution des succès et échecs passés, le besoin d'accomplissement, la confiance en soi et structure d'objectifs en classe. Critiques majeures et limites. On cite ici quelques critiques adressées à cette théorie. Par exemple, l'échantillon est biaisé ou bien trompeur car la majorité des recherches ont été menées au Canada, à la fois bilingue et biculturel. Aussi, se contenter sur le milieu social plutôt que sur les classes de langue étrangère. Parmi les limites de cette théorie, on cite que la motivation est un phénomène à multiples facettes et ne peut pas être complètement saisie. Aussi, la source de motivation n'est pas identifiée. Et que, comme a dit Croxand-Schmidt, l'intégration n'est pas tout aussi importante pour la réussite d'une langue seconde dans l'enseignement étranger, ça veut dire en classe à l'extérieur du Canada. Conclusion. L'importance du modèle de Gardner, c'est qu'il nous permet de prévoir, par exemple, l'impact des prédispositions affectives sur la motivation et les attitudes de l'apprenant, et enfin, sur son niveau de réussite dans l'apprentissage ou l'usage de la langue. Plusieurs études ont montré que les attitudes exercent une influence sur la motivation à apprendre, qui, à son tour, occasionne la réussite. Ceci nous amène à avancer l'idée selon laquelle plus l'individu a des attitudes positives, plus élevé sera son niveau de motivation à parler la langue seconde et inversement. Merci pour votre attention.